Bonjour, bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Julien Brassard, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Christian Allouche, CEO et cofondateur de Glimmer, une entreprise innovante qui utilise de l'intelligence artificielle pour détecter et localiser les lésions sur les images médicales. Bonjour Christian, merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu commencer par nous parler de ton parcours et celui de tes associés ? Bien sûr, merci beaucoup de me recevoir. Donc moi, j'ai un parcours, donc je vais commencer par le plus récent, je vais remonter au plus loin. Moi, je suis un entrepreneur toujours dans le domaine du médical. Mon expérience récente la plus, on va dire, significative, ça a été de cofonder une startup de biotechnologie qui s'appelait BrainVectis et qui développait des traitements par thérapie génique pour des maladies du système nerveux central comme Alzheimer, Huntington, des ataxies spinocérébelleuses. Donc je suis un des cofondateurs, mais très modeste. C'est pas moi qui participais à la science, évidemment. Mais c'était une très belle aventure qui s'est soldée par la revente de BrainVectis à AskBio, qui était une grosse biotech américaine et qui a elle-même été rachetée par Bayer. Et encore avant ça, j'ai fait une première startup dans la digital health, qui était une plateforme d'échange de cas cliniques qui s'appelait Melting Doc, entre médecins, entre professionnels de santé, pour que ces derniers puissent partager leur expertise sur des cas cliniques complexes. Et moi, d'un point de vue académique, mon background, c'est entre business et sciences, je dirais, parce que j'ai fait une école de commerce assez classique, j'ai fait le SCP. Par la suite, j'ai fait un diplôme universitaire de neurosciences à Paris Sud, Paris-Saclay. Et ouais, je suis un grand curieux, donc je me suis formé à l'intelligence artificielle via des MOOC. Je fais le MOOC que je pense pas mal de gens du domaine ont fait, celui de Andrew Ng à Stanford, que je recommande vraiment fortement pour les gens qui sont intéressés par la science des données, parce que c'est juste super, à la fois assez mathématique, si tu veux, et en même temps bien vulgarisé. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'IA vraiment. Je m'amuse à dire souvent que j'ai codé les premiers algos, très mal, mais je les ai quand même codés avec mon associé, qui pour le coup, lui, est vraiment très fort et que je salue ici. Donc mon associé Alexis Ducarouge, qui est le CPTO de Glimmer, donc Chief Product and Tech Officer, qui lui a un background qui est plus jeune que moi. Donc quand je l'ai rencontré, il était en stage de recherche à l'ISIR, qui est un laboratoire qui est un laboratoire d'IA à Jussieu. Et il a un profil, il a fait télécom et l'ENS, donc profil computer vision, traitement de l'image, deep learning et neurosciences. Et enfin, mon troisième associé, c'est le docteur Nordine Regnard, qui est un radiologue ostéo-articulaire, qui était attaché à l'hôpital Cochin, qui travaille aussi dans le privé et qui est venu compléter l'équipe des cofondateurs avec une vraie expertise médicale. D'accord, et pourquoi avoir choisi le domaine médical pour te lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est une bonne question. Écoute, moi, je sors de l'ESCP, c'est le printemps de ma vie. J'ai plein de désirs, des idées pas forcément très concrètes, peut-être plus d'envie que d'idées claires. En tout cas, j'ai envie, ça c'est le plus important. Et mon envie, si je la sonde, elle n'est pas simplement de ramasser un patrimoine personnel et de jouer à l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est ça aussi, évidemment, hein, c'est la perspective de construire son entreprise, d'atteindre at some point une forme de liberté, de vibrer, puisque je pense que tout entrepreneur qui se lance, en tout cas ceux qui l'ont dans les tripes depuis la vingtaine, c'est quand même des gens qui ne sont pas des amoureux des trajectoires linéaires, quoi, qui aiment les parcours un peu chahutés. Moi, c'est carrément ça. Mais en plus, je ressentais le besoin d'avoir un impact positif. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, quoi, hein, d'avoir un impact positif et d'être fier de ce que j'accomplis. Et dans la santé, on trouve ça. Donc c'est comme ça que j'ai été conduit j'ai été conduit dans le healthcare et dans l'entrepreneuriat en santé finalement par cette réalité-là. Avoir de l'impact, mais tout en montant mon entreprise. Et quels sont les enjeux que Glimmer cherche à résoudre ? Alors, pour être très honnête, c'est venu d'une démarche de recherche. C'est-à-dire, je savais que je voulais créer une entreprise dans l'IA parce que je m'étais formé à ces technologies et je trouvais que j'y voyais la prochaine révolution industrielle, sans grande originalité. Mais j'étais complètement emballé par ces technos.
Je le suis beaucoup moins, par exemple, sur les technos de blockchain, qui c'est pas du tout un jugement de valeur, mais ça m'intéresse moins, ça me touche moins. Là, je me disais, attends, mais c'est dingue, quoi. Il y a une capacité d'automatisation qui est juste phénoménale et qui va changer mais radicalement la manière dont on vit. Et j'aimerais l'appliquer à un domaine que je connais bien et que j'aime bien. On revient au healthcare. Et donc, en fait, c'est presque mathématique. Tu tombes dans la radiologie parce que la radiologie, c'est le premier lieu d'application de ces technologies qui fonctionnent de manière non pas certaine. Il y avait quand même des risques quand on s'est lancé. Mais la probabilité qu'on arrive à construire des algorithmes qui soient suffisamment robustes était plutôt élevée en fait. Donc on était vraiment à la lisière entre de la deep tech et du SaaS, quoi. On savait que si on exécutait bien, on pouvait faire quelque chose. Il y avait quand même un risque R&D, donc c'était très excitant, assez finalement évident, quoi. Et donc on est parti dans la radiologie. Donc finalement c'est un move techno-push, comme on dit, puisque c'était mon appétence pour cette technologie, le sentiment que ça pouvait apporter quelque chose dans cet univers. Et quand on s'est plongé vraiment dans l'analyse de cet univers avec mes associés, on a très vite vu ce qu'on pouvait faire et apporter concrètement. Et le pitch est assez simple, en fait. Ce qu'il faut imaginer, c'est que les radiologues sont aujourd'hui submergés d'images médicales à interpréter parce que la radiologie est devenue un maillon indispensable dans le parcours de santé des patients. Donc avant, la clinique était pas exclusive, mais était beaucoup plus importante dans le parcours de santé des patients. Aujourd'hui, la clinique est un élément et qu'on cherche toujours à baquer avec des examens complémentaires, dont l'imagerie. L'imagerie, c'est devenu tellement puissant que c'est utilisé vraiment, vraiment de manière quasi systématique. Le problème, c'est que le nombre de radiologues, lui, est flat. Donc aujourd'hui, il y a un écart croissant entre la demande pour la radiologie et la capacité d'interprétation du système de santé. Et cet écart croissant, il a des conséquences réelles et délétères, donc des erreurs de diagnostic qui sont pas non significatives. On sait qu'un radiologue peut manquer un nodule sur 2 sur un radiothorax, donc c'est un examen qui est difficile. On n'a pas beaucoup de temps pour les interpréter, mais voilà, on est loin de finalement une situation idéale pour le patient et pour le radiologue non plus d'ailleurs. Et en plus, c'est une profession qui est particulièrement exposée au risque de burn-out. Ça, c'est quelque chose qui fait sourire parce que on se dit, mais d'où sort cette data? Mais en fait, c'est réel. Un média américain qui s'appelle Medscape et qui, chaque année, produit un baromètre de la satisfaction au travail des professionnels de santé aux États-Unis. Et 47% des radiologues américains déclarent avoir déjà ressenti des syndromes de burn-out. Le mot est posé, c'est des médecins, donc ils savent de quoi ils parlent. Donc voilà, on a d'un côté des erreurs de diagnostic, de l'autre, une profession médicale qui est vraiment sous pression, des pertes de chance du coup pour le patient à cause de ces erreurs diagnostiques, mais pas que, à cause aussi du fait que finalement c'est compliqué dans beaucoup de villes d'avoir un rendez-vous pour une IRM dans la journée, alors que parfois dans des filières de soins onco, on aurait besoin d'avoir accès au diagnostic d'imagerie le plus rapidement possible. Et donc on s'est dit, attends, là il y a quelque chose à faire, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire, c'est apporter de l'IA pour accompagner les radiologues dans la lecture de ces examens et les rendre plus précis et plus rapides. Donc finalement, la vision, elle est très simple, très straightforward. L'exécution est compliquée, mais la vision est très straightforward. C'est de construire des produits d'IA qui, sur chaque verticale métier du radiologue, leur amènent cette plus-value-là, diagnostic et d'efficience. Et j'irai même plus loin, en fait, ça voilà, c'est le premier chapitre, c'est comment on accompagne les radiologues dans le schéma actuel. Mais je pense que même l'IA va créer un nouveau marché, une nouvelle demande. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que demain, un monde où le healthcare fonctionne de manière optimale, c'est un monde dans lequel on aura tous des examens de routine, donc des examens non irradiants, donc je crois beaucoup à l'IRM pour ça, dans le cadre de la médecine prédictive. Donc voilà, à partir peut-être de nos 30 ans, on aura chaque année une IRM de routine, avec cette idée que plus on les prend tôt, mieux c'est pour le système de santé et le patient. Et ça, c'est tout bonnement impossible aujourd'hui. Bon, il y a un enjeu de coût d'accès aux machines, évidemment, les IRM sont chers, mais il y a tout un tas de nouvelles boîtes qui se lancent sur créer des nouvelles modalités, des IRM ultra scalable, cost-effectives. Donc vous avez Chipiron en France qui fait un super boulot, une autre boîte qui est un peu plus avancée en termes commercial, qui s'appelle Hyperfine, qui est déjà cotée en bourse. Donc voilà, il y a une lame de fond de finalement démocratiser encore plus l'accès à l'imagerie. Et dans cette lame de fond, être capable finalement d'automatiser une partie de l'interprétation radiologique, c'est essentiel. Donc voilà, nous on est des artisans de cette grande vision et on construit ça.
Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la technologie derrière votre solution? Oui, bien sûr. Alors, ça repose sur des réseaux de neurones convolutionnels. Euh, donc, c'est du deep learning et plus précisément des CNN. Alors, je ne peux pas vous dévoiler l'architecture secrète. On en a une, évidemment. Alors, mais comme tout le monde, on part de ce que les très grands du domaine, Google, Facebook, ont fait comme super boulot, hein. Donc, on part des architectures à l'état de l'art qu'on adapte à nos problématiques d'imagerie médicale. Et cette adaptation, ça, c'est notre trade secret. Ce que je peux vous dire, c'est que Boneview, notre premier produit qui automatise donc la détection, hein, des lésions sur des radios traumatiques, principalement la fracture. Bah, ce produit, on a fait plus de 1000 entraînements sur le modèle avant d'atteindre notre niveau actuel. Donc là, je ne vous en dis pas beaucoup plus sur l'architecture, mais en tout cas, il y a un gros travail d'adaptation des modèles à l'imagerie médicale, de fine-tuning de ces modèles et d'entraînement sur des jeux de données qui sont de plus en plus, pas simplement massifs, mais intelligents, des jeux de données qui couvrent toutes les dimensions d'intérêt sur le sujet clinique qu'on adresse, quoi. Et comment est-ce que les utilisateurs, et notamment les radiologues, intègrent Glimmer dans leur workflow? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, le workflow, comment on s'insère dans le workflow finalement? Euh, On a beaucoup de chance dans l'imagerie médicale parce que il y a un logiciel qui s'appelle le PACS, qui est communément utilisé par tous. PACS, ça veut dire Picture Archiving Communication System. Donc, c'est des logiciels qui sont faits pour stocker des images médicales et qui permettent à des utilisateurs de les visualiser. Donc, nous, on s'insère dans le workflow du radiologue, on s'insère dans son PACS et ça n'a jamais été une difficulté du coup. Ça, c'est une chance qu'on a par rapport à d'autres domaines, enfin, d'autres secteurs dans la santé. Et plus concrètement, comment est-ce que Glimmer est utilisé par les professionnels de santé? Oui, prenons par exemple le cas d'un hôpital. Vous allez avoir une salle de radio. Donc un patient va être positionné par ce qu'on appelle un manipulateur radio, ou technician en anglais, qui va le positionner sur la table et faire les bonnes acquisitions en fonction de l'indication. Voilà, on va faire par exemple une radio du pied pour un trauma de la cheville, face profil par exemple. Bon, cette table de radio va envoyer des images à ce fameux PACS. Le radiologue, pendant ce temps-là, il fait autre chose. Il y a quelque chose d'insynchrone, hein. Il est en train de faire peut-être une échographie ou de lire un autre examen d'imagerie. Bon, quand il va interpréter la radio, finalement, lui, hein, le radiologue, il a devant lui, il a accès à son PACS, hein, et il a une liste de travail, une worklist. Quand il va ouvrir l'examen, il va tomber sur les images radio du patient et en plus le résultat de Glimmer qui aura fait donc une préanalyse sur le cas en question et qui lui dira il y a une fracture et elle se trouve à cet endroit-là, ou il y a une luxation, ou il y a un épanchement, ou alors il n'y a rien, et donc ça marche finalement comme un compagnon qui donne un second diagnostic en temps réel finalement, pour aider le praticien à aller plus vite et à conforter son diagnostic. Très clair. Et où en êtes-vous aujourd'hui dans votre stade de développement? Alors aujourd'hui, on est très fiers. Enfin, je suis très fier des équipes surtout. On est une des boîtes leaders du domaine dans le monde, hein, parce qu'on a alors quelques artefacts sur le sujet. On a une des plus grosses bases installées. On est déployé dans plus de 600 sites aujourd'hui. Donc une des plus grosses bases installées en Europe. Euh, Parmi toutes les startups d'IA, hein, donc on est vraiment dans le top 3, je dirais. Euh, on a, avec un seul produit commercialisé, notre premier produit historique, Boneview, qui est une solution d'aide au diagnostic pour les radios traumatiques. On a généré plus de 5 millions d'ARR bookés en 3 ans, avec une croissance de notre ARR en year over year de 2,5. Donc on est content parce que on est, je dirais, dans le top 25% des startups SaaS health tech. Si vous reprenez les métriques de l'atlas de Bessemer, Bessemer a fait un super boulot pour mapper, hein, les startups health tech, en les classant par quartile. Et donc aujourd'hui, tout va bien dans le meilleur des mondes, hein. On a de grosses perspectives de croissance et on est en train
On a commencé le cross-sell, donc la vente de nos nouveaux produits. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on est, notre current trading est au-delà des espérances de notre business plan. Donc c'est vraiment super. Voilà, je pense qu'on a trouvé on a trouvé pas une raison d'être, ça fait un petit moment déjà, mais en plus on a vraiment compris ce qu'on devait faire sur les 5 prochaines années, quoi. Donc voilà, maintenant il y a plus qu'à faire. Et est-ce que tu veux justement parler de ces prochaines étapes? Ouais, bien sûr. Alors, je peux pas tout vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que voilà, on a ce premier produit commercialisé depuis 3 ans. On a 3 nouveaux produits en catalogue qui s'apprêtent à être cross-sellés, dont un qui est déjà marqué CE et donc dont on a commencé le cross-sell au dernier trimestre. C'est celui-là pour lequel les résultats sont, enfin le current trading est au-delà des targets. Donc on va continuer, on attend le marquage CE pour les 2 derniers et on va commencer à cross-seller, je dirais, au deuxième trimestre de cette année. Et on a 6 nouveaux produits en cours de développement. On est en train de réaliser une levée de fonds, une série B pour accélérer ce développement. Et donc c'est principalement un développement finalement, alors scaler notre machine commerciale pour accélérer notre go-to-market, bien sûr, mais aussi fabriquer ces produits, aller au bout de ces produits, parce qu'un produit, bah, c'est pas mal d'étapes quand même, hein. Ça va de la définition du scope médical jusqu'à l'obtention de la FDA et du marquage CE, en passant par l'acquisition de données, donc ça coûte cher. C'est pas donné, c'est un processus qui est long et itératif, donc voilà, ça nécessite un peu de sous pour fonctionner. Et quelle est ta vision finale pour Glimmer? Bah, la vision finale pour Glimmer, c'est d'être le compagnon ultime du radiologue, donc de couvrir finalement. En fait, malheureusement, en radiologie, le one size fits all algorithm n'existe pas. Tu peux pas dire voilà, je couvre tous les besoins des radiologues avec un algo. Non, ça marche pas. Donc en fait, on est en train de construire des produits les uns à la suite des autres. Peut-être qu'à un moment, ces produits, donc quand je dis un produit, ça va être une solution pour la traumatologie, une solution pour la radiothorax. Et ben, peut-être qu'à un moment, ces produits deviendront les features d'un unique produit qui s'appelle DAI Companion, quoi, l'IA compagnon du radiologue. Et c'est ce qu'on essaie de construire. Ça va prendre du temps, mais c'est ça la vision finale. D'accord. Tu es entrepreneur depuis 2015. Selon toi, quel a été le plus grand obstacle que tu as dû franchir? C'est une bonne question. Écoute, c'est dur de commencer. Enfin, le plus gros obstacle, je dirais que c'était l'argent pour moi. J'avais pas beaucoup d'argent. Enfin, j'ai la chance de venir d'une famille non pas aisée, mais qui n'a pas plus de gros problèmes financiers. Mais je pouvais pas reposer sur l'argent de papa-maman, quoi. Et c'est pas un jugement de valeur, hein, j'aurais adoré. J'aurais adoré. Parce que quand on a un projet très clair en tête et qu'on a le désir ardent d'y aller, franchement, si vos parents peuvent vous soutenir, il faut qu'ils vous soutiennent, quoi, hein. Voilà, moi, c'est mon avis très perso. Donc moi, j'avais pas cette chance-là. J'ai été dans le rouge pendant très longtemps. Donc si mon ancien banquier m'écoute, je tiens à le remercier de sa clémence. Je vous raconte une anecdote, mais j'ai passé mon temps à demander à mes amis, à mes parents de faire ce que j'appelais des allers-retours sur mon compte en banque, c'est-à-dire me verser de l'argent pour me remettre dans le vert. Et ensuite, je les remboursais et je retombais dans le rouge. J'avais le droit à être dans le rouge pendant 30 jours avant d'avoir des AGO. Ça a été ma vie pendant quasiment 3 ans, quoi. Et bon, d'un côté, c'est rigolo quand vous avez la vingtaine. C'est rigolo, c'est fatigant, c'est un peu usant. Mais j'avais tellement envie d'être entrepreneur, en fait. J'avais tellement envie euh, de suivre ma vision, de continuer mes recherches, de développer mes projets, que de toute façon, j'aurais toujours trouvé une manière de faire. Mais je pense que ça a été quand même un obstacle compliqué. Après, est-ce que franchement, sinon, à part ça, honnêtement, je trouve que l'écosystème français, européen, pour le démarrage des boîtes, en tout cas, est très bon. Enfin, voilà, il y a plus vraiment à rougir de la Silicon Valley ou d'autres endroits dans le monde. On trouve des talents incroyables. Quand on a un bon projet, on sait emporter voilà, faire adhérer des gens à cette vision et on trouve des talents en plus loyaux, quoi, hein, qui restent fidèles.
il y a de l'argent, il y a des fonds de seed. Ce que je trouve plus compliqué, je pense, en France et en Europe, c'est les phases growth, quoi. Là, c'est sûr que c'est un peu moins fourni, quoi, que le seed. Mais en tout cas, pour démarrer, aujourd'hui, c'est quand même plutôt pas mal, quoi, hein. Et la BPI est là en plus pour subvenir, pour mettre un vrai coup de pouce à l'écosystème. Donc, pas vraiment d'obstacle, quoi, finalement. Enfin, pour des gens qui ont vraiment la volonté de le faire. Après, l'entrepreneuriat, c'est dur, quoi, hein. C'est dur de mettre tous ses œufs dans le même panier, de peut-être se planter. C'est le mythe de Sisyphe quand même, hein. Tu montes au haut de la montagne et potentiellement en bas, tu redescends. Et ça donne des nuits blanches. Mais là, à la limite, ça, c'est la psychologie interne des entrepreneurs. Moi, j'ai pas vu d'obstacle très structurel, à part le mien qui était très personnel et qui était que j'avais pas accès à des capitales personnels. Donc, je vivais de manière plus ou moins bohème. Et qu'est-ce que tu retiens de tes premières expériences entrepreneuriales qui t'ont permis de t'améliorer pour lancer Glimmer? Tout, tout ce que je pourrais comment pitcher un VC, parce que je pense que le premier VC que j'ai dû pitcher sur ma première boîte, ça devait être vraiment comique, quoi. Ah si, je me souviens, voilà. C'est ma première boîte, je pitch un VC, je monte un business plan, et là, le gars me dit, donc je dirais pas qui, mais c'est un type, un trip très fin et très sympa, par ailleurs. Et il me dit, mais attends, moi je préfère investir dans un bar que dans ton business, là, parce que tu me montes 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 3 ans, enfin je veux dire... Et là, putain, c'est la première baffe que je prends en me disant, mais donc, nos API sont pas du tout connectés. Là, le gars me prend pour un Jean Foutre. Et donc déjà, apprendre à parler à un VC, comprendre ce qu'ils attendent. Et par comprendre ce qu'ils attendent, c'est finalement comprendre ce que c'est de construire un vrai gros business. Parce que moi, je suis rentré dans l'entrepreneuriat par le goût du produit, en fait, par le goût de construire quelque chose qui rend service, qui a de l'impact, en se disant que finalement, money is a consequence, mais sans plus y porter une attention très importante. Donc ça, déjà, j'ai grandi là-dessus, quoi. Sur, ok, c'est très bien, mais maintenant, il faut construire un business. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important dans ma manière d'analyser même une idée entrepreneuriale. Euh, C'est-à-dire ce business, quelle grosse margin il va pouvoir générer, quel ACV, c'est quoi les cycles de vente, etc. C'est des réflexes que je n'avais pas du tout. Première chose que j'ai appris. Deuxième chose que j'ai appris, ben, c'est tout l'opérationnel, quoi. Donc toutes les erreurs qu'on peut faire sur les premières boîtes, des cap tables un peu foireuses, euh, des naïvetés en fait d'entrepreneurs. Vous avez besoin de les faire en fait. Voilà, c'est très dur la première boîte et je voudrais ici saluer et remercier tous les business angels qui mettent des tickets, quoi, dans les boîtes des primo-entrepreneurs parce que franchement, les chances de retrouver son argent, elles sont faibles, quoi, en vrai, hein. Donc, il y a toujours des. Et donc, merci parce qu'il faut ça pour finalement avancer. Et souvent, d'ailleurs, les entrepreneurs le rendent en proposant à ces gens-là aussi d'investir peut-être à des super conditions dans des boîtes qui sont plus bankable plus tard. Donc voilà, non, j'ai appris vraiment tout l'opérationnel. Euh, j'ai appris à travailler, quoi, hein. J'ai appris le métier de l'entrepreneur en faisant ma première boîte et comprendre ce que les VC voulaient, comment montrer un business pérenne et sans être trop geek dans sa science et dans la fabrication de son produit. Aujourd'hui, Glimmer fait preuve d'une belle réussite. Quel est l'accomplissement qui te tient le plus au cœur? Alors moi, ouais, ce qui me tient le plus à cœur, ce dont je suis le plus fier chez Glimmer, c'est l'équipe qu'on a réussi à construire. On a une équipe, enfin j'ai une équipe incroyable, mais vraiment incroyable, que ce soit en tech, en produit, en sales, en marketing. Enfin, vraiment, on a réussi à attirer, à motiver à des talents hallucinants et créer un esprit de famille. Euh, et ça, c'est ce qui me galvanise. C'est même pas tant une question de fierté, c'est plutôt que c'est la composante qu'aujourd'hui qui me donne le plus de plaisir en fait. C'est travailler avec les gens avec lesquels je bosse au quotidien. Voilà, ça c'est fondamental pour moi et on a créé vraiment une compagnie en fait. En anglais, une compagnie de gens dédiés, passionnés, avec du talent juste extraordinaire. Et sinon, une autre fierté, c'est que récemment, en novembre 2022, on a eu un de nos papiers. Eh bien, ce papier dans radiologie a obtenu un award qui s'appelle le Alexander Margulis Award et qui récompense le meilleur papier radiologie de l'année. Et ça, c'est donc... il y a plein de chercheurs, hein, donc de professeurs de radiologie qui font vraiment
de la recherche qui, bah, qui voient ça. Parce que c'est un peu grossier de dire que c'est le prix Nobel de la radiologie, mais au fond, la métaphore marche un peu. C'est la distinction suprême dans le monde de la radiologie. Et donc, une de nos études qui a été publiée en radiologie a eu ce prix, Alexander Margulis Award en novembre. Il n'y a aucune start-up qui a eu ça. Donc, on est vraiment très, très, très fiers. Et il y a plein de professeurs qui, malheureusement, l'ont jamais eu, quoi. Des gens brillants qui ont fait des travaux de recherche très pointus. Ça, je veux dire que c'est une fierté parce que ça veut dire finalement que la science radiologique et pas simplement les utilisateurs radiologues valident nos produits, valident notre approche de validation, nos méthodes de validation clinique. Et donc c'est une fierté et un endorsement par la communauté médicale de ce qu'on fait. C'est très impressionnant. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Mais comme Jean-Claude Duss, quoi, oublie que t'as aucune chance. Non, je déconne parce que c'est pas vrai. On peut montrer une super belle boîte et c'est notre première boîte. Non, moi je pense que le conseil que j'ai à donner, c'est de pas se mettre de barrière, d'y aller à fond. C'est pas grave de faire des conneries. C'est pas très grave. Il n'y a rien de grave dans la vie sauf la mort. Là, ce qu'on risque dans l'entrepreneuriat, c'est une mort virtuelle peut-être, c'est la faillite. Non, ce que j'aurais comme conseil vraiment à donner, c'est de se lancer tôt. Voilà, je pense que ouais, je prends un peu de temps à théoriser, mais voilà, ça y est, je l'ai théorisé. Je pense que les débuts de l'entrepreneuriat, c'est la phase la plus facile. Parce que, parce que finalement, c'est la phase où on tombe amoureux quoi, de son projet. Donc, on est complètement sur la stratosphère et donc on a toute l'énergie qu'il faut, tout l'optimisme nécessaire pour se lancer finalement en lissant peut-être presque les zones de faiblesse de son projet, enfin, en y travaillant évidemment, mais je veux dire, on se met pas trop de barrières au début, quoi. On est passionné, on y va à fond. Puis à un moment, ça devient dur. Forcément, un moment où ça devient dur. Le moment où vous avez plus beaucoup de cash sur le compte en banque et vous demandez si vous avez vraiment votre product market fit, c'est quoi un product market fit, ça, toutes ces questions philosophiques qui vous hantent la nuit. Moi, je pense qu'on ne parle pas assez de l'hygiène mentale des entrepreneurs, mais moi, à titre personnel, par exemple, je pense qu'une nuit sur 3, elle est quasiment blanche. Pas blanche, mais à 5 heures du mat, ça tourne très, très vite dans ma tête et je me pose 10 000 questions. Et je ne sais pas si d'ailleurs c'est super, parce que en fait, je ne sais pas si je résous beaucoup de problèmes la nuit. Et je devrais peut-être changer de méthode, me lever, aller prendre un thé et me poser au tableau pour vraiment mettre à contribution ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est dur. À un moment, c'est vraiment dur. Mentalement, c'est épuisant. Gérer sa psychologie, c'est dur. Faut être résilient, faut se battre, faut garder la pêche, alors que bah forcément, l'excitation des débuts tombe un peu et la réalité opérationnelle et la crainte quand même d'emmener une équipe de 40-50 personnes dans le mur augmente, quoi. Même quand ça se passe bien, je veux dire, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que les débuts, c'est facile. C'est plutôt facile. Et puis plus ça avance, plus c'est dur, quoi. Et je dirais que quand on est jeune, on a quand même une tendance à ne pas voir l'après, tu vois, à voir que l'avant. Et c'est très bien. Donc c'est plus facile de se lancer jeune. Quand on est un peu plus âgé, déjà on a des potes qui ont été entrepreneurs, on est un peu plus averse au risque. On pense plus à cette deuxième phase. Donc je pense que c'est beaucoup plus dur de se lancer dans l'entrepreneuriat à 40 ans, quoi. Même à 35 ans. Qu'à 24-25. Donc moi, j'encourage les jeunes, voilà, je les encourage à se lancer. Et si vous avez envie de vous lancer et que vous n'avez pas d'idée, ça, à la limite, c'est pas grave. Les idées, ça peut se trouver. Je veux dire, je pense qu'il y a des super trucs comme Entrepreneur First, où il y a plein de super incubateurs, où si vous allez traîner votre museau, vous allez sûrement trouver un cofondateur, une idée. Et voilà, le plus important, c'est cette volonté d'aller déplacer les montagnes qui est clé, quoi. Voilà, donc lancez-vous tôt. Et moi, je pense que c'est une bêtise de se dire attends, je vais aller faire un peu de VC, je vais aller faire un peu de ci, un peu de ça pour apprendre. Enfin, c'est une bêtise. Ça marche pour des gens, évidemment. De toute façon, il n'y a pas de règle qui marche à 100%. Mais moi, je pense quand même qu'il y a une règle générale qui est que plus on attend avant de se lancer, plus le saut dans l'inconnu est compliqué. Ça, c'est mon point de vue.
Donc il faut y aller le plus tôt possible parce que c'est un métier. C'est un métier comme un autre, entrepreneur. Non, c'est pas un métier comme un autre d'ailleurs, c'est un métier différent d'un autre, mais je veux dire, c'est un métier. Et comme tout métier, ben, plus tôt on commence, meilleur on se porte, quoi, hein. Voilà. Merci pour ce partage d'expérience et de nous avoir partagé ta vision. Nous te souhaitons tout le succès pour la suite. Si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, vous pouvez suivre Christian Alouche sur LinkedIn et aller sur leur site glimmer.ai. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site carotte.capital ou nous envoyer un email à contact@carotte.capital.